L'alternance politique sépare les régimes et les périodes politiques. Elle suppose une succession de victoires et de défaites. Un régime d'alternance se caractérise donc par la possibilité offerte aux électeurs de faire d'un scrutin une élection d'alternance. Mais au lendemain des indépendances, de nombreux États africains ont adopté des régimes très forts, prétestant le besoin de préservation de la cohésion sociale et le développement économique. Cette conception du pouvoir politique freinait toute tentative d'ouverture démocratique. La limitation du nombre de mandats était pratiquement inexistante de droit. Les verrous de limitation de mandats présidentiels de plus en plus sautés en Afrique, l'argument d'adopter la démocratie à nos réalités pour justifier, tient-il? Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. On se retrouve juste après la pause publicitaire. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au +229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. À nouveau, bonsoir et bienvenue. Depuis 2015, plusieurs dirigeants ont réussi à remettre à zéro leur mandat en révisant la Constitution ou par l'adoption d'une nouvelle Constitution. Les modifications apportées sont ensuite utilisées pour justifier l'autorisation d'un élu à exercer un nouveau mandat en vertu de la nouvelle Constitution. C'est ce dont nous parle Faouzia Sefou dans cet élément que je vous invite à suivre. Ces dernières années, l'Afrique a été témoin d'un phénomène préoccupant concernant les verrous de limitation des mandats présidentiels qui sont de plus en plus souvent contournés. Une situation parfois justifiée, mais qui crée des tensions dans les pays africains, illustrant bien cette tendance inquiétante. C'est le cas du Cameroun, où en 2008, l'Assemblée nationale a adopté une révision constitutionnelle supprimant la limitation du nombre de mandats présidentiels. Ainsi, Paul Biya, au pouvoir depuis 1982, a été réélu pour un 7e mandat en 2018. C'est notre père, nous sommes avec lui, nous devons l'accompagner jusqu'à là où le Seigneur a voulu qu'il s'arrête. Nous avons la ferme conviction que notre champion va se représenter et c'est notre candidat naturel. L'Algérie s'est inscrite dans la même dynamique où le Parlement a supprimé en 2008 la limitation à 2 mandats présidentiels en plébiscitant un projet de révision de la Constitution. Abdelaziz Bouteflika, au pouvoir depuis 1999, a été réélu en 2009, puis en 2014. Il a toutefois démissionné en avril 2019 sous la pression d'une contestation populaire inédite. L'article 102 met de côté le président, mais fait en sorte que le gouvernement reste tel quel. Nous demandons la non-application de l'article 102 de la Constitution et l'application de l'article 7. Je dis aux dirigeants que nous sommes venus ici pacifiquement, de manière civilisée et démocratique. 20 ans, c'est trop, partez. L'Algérie a des hommes compétents pour diriger le pays. Pourquoi voudriez-vous les étouffer dans leur propre pays? Notre jeunesse a repris espoir. Laissez-les respirer. Non à l'article 102, nous sommes contre le maintien du régime. Nous voulons passer à un vrai système démocratique avec une période de transition et mettre en place un nouveau gouvernement algérien qui sera élu par le peuple. Au Tchad, en 2005, une révision constitutionnelle adoptée lors d'un référendum controversé a supprimé la limitation à 2 quinquennats présidentiels. Idriss Déby Itno, au pouvoir depuis 1990, a été réélu en 2006, 2011 et 2016. Le Tchad entre dans une nouvelle ère. Nous sommes dans l'ère de la 4e République. Je crois que le peuple a parlé, les représentants du peuple ont exprimé la volonté de ce peuple-là à aller vers une nouvelle démocratie, un nouveau format en tout cas. Et c'est ça qu'on célèbre aujourd'hui.
Je crois également que quelque chose de très très important qui s'est réalisé aujourd'hui, c'est la volonté du chef de l'État de pouvoir transformer la société que nous voulons, de changer les mentalités, d'avancer vers une ère beaucoup plus moderne, beaucoup plus dynamique, avec beaucoup plus de résultats. Au Togo, pour ne citer que ces pays africains, en décembre 2002, un amendement à la Constitution a fait disparaître la limite de 2 mandats présidentiels, permettant à Yassingbe Eyadema au pouvoir depuis 1967 de briguer un nouveau mandat en 2003. En 2015, son fils Faure Yassingbe, qui lui a succédé après son décès en 2005, a été réélu pour un 3e mandat. Plus récemment, le pays a adopté une nouvelle constitution selon laquelle ce sont désormais les députés qui désignent le président de la République. Toujours lors des élections présidentielles, nous assistons à des dégâts, voire même des pertes en vie humaine. Donc nous voulons dorénavant basculer vers ce système pour régler nos problèmes en interne. Donc on a simplifié tout juste pour gagner sur le côté économie et sur le côté social. Donc le parti qui gagne les législatives présente en même temps son président de la République et son président du Conseil et des ministres. Ce qui vient de se passer à l'Assemblée nationale togolaise n'est ni plus ni moins qu'un coup de force constitutionnel. Pour que M. Faure Yassingbe puisse être maintenu à la tête du Togo en 2025, il lui faut éviter de passer par l'onction du peuple. Un changement de régime ne peut être opéré sans une consultation des populations. Ces situations soulèvent des questions essentielles sur la consolidation des démocraties en Afrique. Le respect des limites de mandat est un élément fondamental pour garantir la rotation du pouvoir et éviter sa concentration. Ce qui est alarmant, c'est la manière dont ces gouvernants justifient le non-respect de ces verrous, invoquant des contextes jugés exceptionnels ou la nécessité de préserver la stabilité du pays. L'argument consistant à adapter la démocratie aux réalités locales pour justifier ces modifications tient-il vraiment? La question reste posée. Néanmoins, il est impératif que ces acteurs politiques et la société civile s'engagent pour un débat de fond sur la nécessité de préserver les principes démocratiques et d'encadrer les mandats afin de ne pas compromettre l'avenir démocratique de ces nations. Le respect de la limitation des mandats a significativement diminué en Afrique depuis 2015, renversant la tendance positive des 2 dernières décennies. Vous le savez, mesdames et messieurs, ce phénomène a des conséquences importantes puisque les mandats présidentiels les plus longs sont liés à une corruption accrue, à une réduction des droits civiques et à une plus grande fréquence des conflits. Patrick Renou, bonjour. Bonjour, madame. Alors, vous êtes maître de conférence du CAMES et spécialiste de la sociologie politique. C'est exact. Vous le savez, plusieurs arguments sont souvent servis pour justifier le saut des verrous des mandats présidentiels en Afrique. Pourquoi les verrous de limitation des mandats présidentiels sont de plus en plus sautés en Afrique? Ah, mais il faut observer que de façon générale, le vent de la démocratie qui a soufflé sur le continent a soufflé généralement à partir donc n'est-ce pas des revendications des citoyens et donc le passage à la démocratie a fait en sorte que les peuples ont voulu que les dictatures s'éteignent pour permettre, n'est-ce pas, aux principes chers à la sauvegarde de la liberté, donc pour permettre à la démocratie vraiment de s'installer et de rentrer dans les habitudes du point de vue de la gestion du pouvoir d'État. Et les premiers gouvernants qui ont été installés et qui, par le passé, avaient une pratique dictatoriale manifeste, n'avaient pas voulu céder le pouvoir
face à la pression de la rue, face aux revendications des citoyens. Les conférences nationales qui ont été organisées ont forcé un peu la main à ces dictateurs-là de céder le pouvoir. Et certains sont restés et on a monté un gouvernement d'union nationale qui servait un peu comme, je vais dire, qui servait un peu de filtre pour permettre l'exercice du pouvoir. Mais ces chefs d'État ont toujours tendance à s'accrocher au pouvoir en révisant, n'est-ce pas, les différentes constitutions des pays africains qui ont fait leur passage vers la démocratie. Et donc, il y a le besoin de s'accrocher au pouvoir qui a fait que les premières constitutions qui ont été créées ont fortement mis l'accent sur la nécessité de limiter les mandats. La démocratie participe non seulement de la liberté d'expression, mais également de la limitation des pouvoirs des gouvernants. Parce que justement, si on ne limite pas le pouvoir des gouvernants, on crée, n'est-ce pas, des suspicions, on ne favorise pas l'alternance, on crée des conditions pour que le pouvoir d'État soit confisqué par quelques-uns ou par un seul personnage politique. Alors justement, pensez-vous que c'est la démocratie exprimée par par nombre du peuple africain qui est la principale cause? Vous savez, la démocratie, si on veut la pratiquer, on est obligé vraiment de respecter ses principes. Parce que je ne veux pas croire que le besoin d'adapter la démocratie aux réalités donc de l'Afrique, que ce besoin-là nous amène à penser qu'il peut y avoir des chefs d'État tout puissants qui puissent à la limite écraser leurs citoyens en décidant, n'est-ce pas, de confisquer le pouvoir et en refusant vraiment de prendre langue avec les citoyens à partir donc de la nécessité de mettre en pratique le principe de la séparation des pouvoirs. Du coup, on a tendance à dire que l'Afrique a ses réalités propres et qu'elle n'est pas comme les autres États pour essayer d'organiser le principe de la séparation des pouvoirs comme cela se fait sous d'autres cieux. Mais je voudrais rappeler à l'attention de ceux qui soutiennent cette thèse-là que, bon, c'est vrai que la démocratie est devenue effective, n'est-ce pas, sur le continent africain, suite au vent démocratique certainement qui a soufflé sur l'Europe de l'Est et la chute du mur de Berlin avec certainement son effet également symbolique. Mais on ne peut pas soutenir la thèse de la démocratie par contagion. C'est pas parce que l'Europe est allée à la démocratie que l'Afrique a voulu vraiment mettre ses pas dans les pas de l'Europe. Et du coup, je refuse tout de go cette logique de contagion pour dire que c'est à l'intérieur des peuples africains que des forces ont été cherchées, retrouvées et pour renverser la tendance et dire non au pouvoir dictatorial qui a toujours eu cours en Afrique. Et donc, vous convenez avec moi que le désir d'aller, de jouir de sa liberté, ce n'est pas propre aux Européens. Le désir de jouir de la liberté, donc d'expression, c'est aussi une revendication légitime des citoyens. À partir de cet instant, aller à la démocratie, c'est accepter, n'est-ce pas, de respecter ses principes, de respecter ses normes, de faire en sorte que le pouvoir revienne effectivement au peuple. L'Afrique veut faire cette expérience et faire en sorte que désormais les citoyens qui constituent le peuple souverain puissent décider de l'élection de leurs dirigeants. Alors, vous le savez, certains le souhaitent, donc ils préfèrent qu'on adopte la démocratie à nos réalités africaines.
Oui, c'est justement le point que j'ai commencé à souligner pour dire que il est nécessaire de comprendre aujourd'hui que si on permet à quelques dirigeants de s'éterniser au pouvoir, c'est que on refuse de prêter le flanc, n'est-ce pas, à l'alternance politique qui est un élément sensible, important du jeu démocratique. Si certains s'éternisent au pouvoir, on ne peut pas faire l'expérience de l'alternance politique. Or, la démocratie veut qu'il y ait une mouvance et que dans le même temps, il y ait une opposition et que au moment de l'élection, tous les protagonistes essayent de proposer une alternance et il revient au peuple comment je vais dire, de proposer, une alternative et il revient au peuple vraiment de trancher la question. Et donc, il faut permettre que l'on renouvelle la classe politique puisque face au challenge, on a la possibilité d'optimiser, n'est-ce pas, ce que j'ai appelé l'intérêt général de la cité. Parce que justement, plusieurs partis politiques peuvent proposer des choses et il revient au peuple de trancher la question. Donc, l'espoir d'accéder prochainement au pouvoir pour les partis politiques d'opposition reste un élément fondamental de la démocratie qui ne peut plus être observé si quelques-uns décident de s'éterniser au pouvoir. Et troisième niveau, les électeurs qui ont le dernier mot, par le biais donc de la réalisation de l'alternance, se reconnaissent comme étant vraiment la pièce maîtresse du jeu démocratique et du renouvellement du personnel politique. Et donc, ce sont autant d'éléments qui méritent d'être considérés et lorsque l'on veut parler donc de la démocratie et éviter que vraiment qu'on saute le verrou, n'est-ce pas, du principe de la limitation des mandats. Bien et sûr. donc, si on ne permet pas l'alternance, on n'a pas la chance de tomber sur des gouvernants capables de faire mieux, de faire avancer, n'est-ce pas, la société. Patrick Renou, merci. Je rappelle que vous êtes maître de conférence du CAMES et spécialiste de la sociologie politique. Merci pour votre disponibilité. C'est moi. Plusieurs sont les arguments avancés pour justifier le maintien au pouvoir des chefs d'État africains. On entend donc dire que si la personne est un don de Dieu et travaille bien, pourquoi ne pas le laisser pousser plus loin le développement du pays? Par ailleurs, quand il y a changement de main, souvent le successeur vient remettre en cause l'héritage, faisant ainsi faire un pas en avant et deux en arrière. Ou encore, les pays dits de grande démocratie sont déjà à un niveau donné de développement et peuvent donc se permettre les alternances. Ama Fossogbe, bonsoir. Bonsoir, madame la journaliste. Alors, vous, en tant qu'acteur politique, faut-il repenser un nouveau modèle de démocratie pour l'Afrique? Bon, écoutez, la démocratie en Afrique, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut même inventer? On ne peut pas inventer la démocratie. Chaque démocratie, le jeu démocratique est fait selon chaque pays. Et vous n'êtes pas sans savoir que le Bénin, notre cher pays, c'est une référence en Afrique en matière de la démocratie. Vous voyez, j'ai l'habitude de dire que le chien béninois aboie mais il ne mord pas. Et c'est la référence de cette démocratie aujourd'hui que nous sommes en train de pratiquer. Au Bénin, il n'y a pas autre démocratie qu'on va inventer. Et je ne sais pas pour les autres parce que dans d'autres pays, vous voyez, des gens font 4 mandats, des gens sont, il faut même 10 mandats, et il y en a qui font 6 mandats, mais au Bénin, depuis la conférence nationale des forces vives de la nation, nous connaissons l'alternance au pouvoir. Quelles que soient les explications, quels que soient les débats, il y a toujours eu de l'alternance au pouvoir. Donc, la démocratie, on n'invente pas. La démocratie, c'est chaque peuple a sa démocratie et chaque peuple a ses données par rapport à comment il veut que la démocratie de son pays se comporte. Voilà ce que je veux dire.
Alors, plusieurs sont les arguments avancés pour justifier donc le maintien au pouvoir des chefs d'État africains. On entend donc dire que si la personne est un don de Dieu et travaille bien, il faut le laisser au pouvoir. Par ailleurs, on dit que quand le successeur vient, eh bien, il fait que le pays fait un pas en avant et deux en arrière. Alors vous, qu'est-ce que vous en pensez réellement? Non, ben, écoutez, vous savez, nul n'est indispensable dans un pays. Même vous, qui êtes en train de me poser des questions, vous pouvez mieux gérer le Bénin, même que le président Patrice Talon. Et il a l'habitude de dire, il n'est pas un dieu. Hein? Je donne la référence de mon pays, parce que moi je suis béninois, et je suis un acteur politique béninois. Et donc, il doit avoir l'alternance au pouvoir. Celui qui est au pouvoir, s'il finit de faire ses 2 mandats, il doit partir, et sûrement que dans son système, quelqu'un a été taillé et qui veut faire le job. Et donc, on ne peut pas justifier le maintien d'un président de la République au pouvoir parce qu'il a travaillé, il a tout fait. Quand nous prenons l'exemple du Bénin, le chef de l'État Patrice Talon, c'est un star. Il y a des gens, moi-même qui vous parle, et si notre constitution prévoyait, je dis parce que les gens interprètent mal les choses, je dis, si notre constitution prévoyait qu'il fasse un 3e mandat, vraiment tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a donné, tout ce qu'il a fait pour ce pays, pour notre pays, le Bénin, il mérite de briguer un autre mandat. Mais ceci étant, la constitution béninoise ne prévoit pas 3 mandats. Donc, en 2026, il doit passer la main. Et puis, c'est avec un grincement autant que nous, les Béninois, qui ont vu la transformation de leur pays en 9 ans ou en 10 ans, la transformation de leur pays, c'est avec un grincement dedans que ils vont laisser le président Patrice Talon. Mais j'en suis sûr que moi, je suis un mouvancier, je suis bien, j'en suis sûr que nous allons trouver quelqu'un qui peut mieux faire et qui peut faire même plus. Et c'est le choix du chef de l'État. Il a été clair et il a dit. Donc moi, je ne veux pas rentrer dans les débats des chefs d'État parce qu'ils ont développé leur pays, ils vont s'éterniser au pouvoir, ils vont faire 10 mandats, 5 mandats, 7 mandats. Moi, c'est pas bien parce que je donne l'exemple de la Côte d'Ivoire. Il est à son 3e mandat et le 4e mandat, même c'est en cours. Vous voyez le Cameroun, il a déjà fait plus de 7 mandats. Vous voyez d'autres pays, les gens se maintiennent au pouvoir, mais nous devons savoir que quand on est dans un système politique et que vous gérez le pouvoir, vous devez préparer un joker pour passer la main qui peut mieux faire comme vous ou même faire plus que vous. Entre un président qui travaille bien et la préservation de la démocratie, que choisirez-vous? Moi, j'ai du mal à choisir, mais j'aurais préféré la préservation de la démocratie. Parce que c'est dans la démocratie que ce président est venu au pouvoir pour exercer le pouvoir et travailler dans le pays. Merci à Sans vous. cette démocratie, il ne peut pas gagner le pouvoir et bien travailler. Merci à vous. Merci. Merci pour votre disponibilité. Plusieurs cas illustrent une tendance croissante des dirigeants à contourner la limitation des mandats. 13 dirigeants l'ont fait depuis 2015, inversant une tendance de respect de la limitation des mandats présidentiels qui gagnerait du terrain depuis le début des années 2000. Depuis 2019, un tiers de toutes les élections d'Afrique a été entaché par le non-respect de la limitation des mandats et par la légalité douteuse qui en a résulté pour les candidats sortants. Au téléphone, Hamzat Abdoulaye, consultant politique et géopolitique. Hamzat Abdoulaye, bonsoir. Bonsoir. Alors, qu'est-ce qui, selon vous, peut justifier le virus du non-respect de la limitation des mandats en Afrique? Alors, plusieurs éléments. Et quand je lisais tout à l'heure l'introduction,
Il y a un argument fallacieux qui circule selon lequel tant que le roi ne meurt pas, on ne le change pas, qui est certes propre à l'Afrique, mais qui renvoie à une vision archaïque du pouvoir où, en réalité, l'État appartient au chef et non à la nation. Alors, dans ce cas, vous allez comprendre que cette conception repose déjà sur l'héritage des chefferies traditionnelles, parce qu'avant d'être des États colonisés, je pense que les États africains étaient organisés en chefferies traditionnelles où la stabilité venait parfois de la longévité du dirigeant. Or, les États modernes que nous sommes depuis 1960 ne sont plus des monarchies. Nous sommes des républiques qui reposent sur des institutions et en principe sur des règles qui sont censées garantir l'équilibre des pouvoirs. La deuxième chose, il y a une idée selon laquelle un leader efficace doit rester indéfiniment au pouvoir. Et c'est une idée reçue qui circule très souvent dans les États africains, prétestant parfois que c'est un don de Dieu quand un président dure au pouvoir. Alors, l'histoire montre deux choses. La première, un bon dirigeant, d'abord, c'est celui qui prépare sa succession en renforçant les institutions et non en les affaiblissant. La deuxième chose, c'est que les pays développés ne sont pas ceux qui ont eu à leur tête des dirigeants éternels, mais plutôt ceux qui ont su bâtir un système solide, des systèmes forts et qui ont été capables donc de fonctionner indépendamment des individus. La dernière chose, et je finis là-dessus, c'est qu'il y a un argument sur lequel, je sais pas si vous l'entendez, mais le changement de dirigeants pourrait mettre en péril la continuité du développement. Et je pense que cet aspect repose beaucoup plus sur une vision court-termiste et personnalisée du pouvoir, en ce sens où si un État ne tient que par un seul homme, eh bien cela prouve que les institutions sont faibles. Et on a des exemples légion de pays qui connaissent de vraies transitions apaisées comme le Ghana, le Sénégal ou le Cap-Vert, qui montrent que effectivement que l'alternance n'est pas un obstacle au progrès, mais beaucoup plus une garantie de stabilité. Alors, beaucoup de chefs d'État qui veulent s'accrocher au pouvoir pensent que la démocratie conçue pour l'Afrique n'est pas pour les Africains. Autrement, il faudra l'adapter à nos réalités. Un argument solide selon vous? Alors déjà, la démocratie n'est pas un modèle figé. C'est pas un modèle coulé dans le marbre. Et cependant, je pense que réduire la démocratie à un simple exercice électoral sans alternance, c'est en fait une coquille vide. Donc, il faut éviter surtout les manipulations constitutionnelles. C'est de ça qu'il est question. Je pense que les Africains ou parfois même des politiciens qui estiment que l'Afrique doit trouver son modèle n'ont pas tort dans le fond. Son véritable modèle, comme l'a développé il y a quelques années le professeur Albert Théo-Utrecht, que je me suis plaît à lire pendant des années, à étudier d'ailleurs, où il développait ce qu'on appelle l'africratie, c'est-à-dire une démocratie réinventée et adaptée à la réalité culturelle et historique de l'Afrique. Oui, c'est des choses qui peuvent vraiment s'entendre dans la mesure où l'Afrique a sa propre histoire et en nous imposant cette démocratie, en nous imposant cet État importé, les anciens colonisateurs n'avaient pas forcément pris en compte la dimension historique, la dimension culturelle et encore moins la dimension sociale. Et cela se retourne peut-être aujourd'hui contre nous, vu qu'on est coincé entre adopter une démocratie à l'occidentale et une démocratie qui pourrait être issue de notre propre culture, sans tomber également dans le vide institutionnel qui consiste parfois à réviser les constitutions sans fin. Alors, Hamzat Abdoulaye, si on fait recours au fonctionnement de l'Allemagne avec Angela Merkel, l'ancienne chancelière, qui a été reconduite plusieurs fois, alors que c'est un pays de grande démocratie, pourquoi le faire en Afrique ce serait un péché? Alors, c'est un exemple osé, très osé dans la mesure où, pour moi, ceux qui évoquent Angela Merkel pour justifier des présidences à vie oublient plusieurs points fondamentaux, comme je l'ai déjà mentionné. D'abord, premièrement, l'Allemagne est une démocratie parlementaire, où le pouvoir surtout repose sur un équilibre institutionnel. Angela Merkel a été reconduite par ce qu'on appelle, ou ce que j'appelle un vote démocratique au Parlement.
et non pas des manœuvres constitutionnelles. Je ne sais pas si vous voyez déjà la nuance et la différence. La deuxième chose, c'est qu'en Afrique, les révisions constitutionnelles se font souvent par la force, sans consultation populaire réelle. Et je pense que sur cette base, il y a déjà un vice de procédure qui peut être constaté. Donc, cela voudrait dire que la comparaison n'a pas lieu d'être. Elle est biaisée. Et il ne s'agit pas du même système politique ni des mêmes réalités. Merci à vous, Abdoulaye Hamzat. Je rappelle, vous êtes consultant politique et géopolitique. Merci. Merci pour votre disponibilité. La baisse de la popularité de certains dirigeants prouve que la motivation qui les pousse à prolonger leur mandat est d'ordre personnel et non dans l'intérêt du service public. Les populations du Septentrion se sont prononcées sur le sujet au micro de Anselmo Richa et Modeste Adonzeto. Ce ne sont pas les dirigeants eux-mêmes qui posent, ce sont leurs soutiens. Donc certainement ces soutiens-là ont des avantages en les soutenant. Et quand ils sont en fin de mandat, ces soutiens ont peur que leur départ pourrait signifier la perte de leurs avantages, surtout les avantages matériels qu'ils ont. Mais la question du troisième mandat en Afrique, etc., de la position présidentielle, ce n'est pas une question nouvelle. Ça s'est déjà posé plusieurs fois au Rwanda, etc. Et nous estimons que ce sont des questions qui sont liées aux crises du constitutionnalisme en Afrique. Avec le renouveau démocratique, avec la fin du communisme, on a cru un instant qu'on n'aurait plus affaire à ces crises-là. Mais ces crises se répètent et quelque part ça montre bien la faiblesse des constitutionnalistes africains à pouvoir produire des normes susceptibles de ne pas permettre ces crises-là. Nous ne sommes pas des constitutionnalistes, nous sommes des politistes et nous pensons que ces crises vraiment de la démocratie remettent totalement en cause la démocratie et nous vivons une crise du régime démocratique. Or la démocratie en lui-même, ce n'est pas un mauvais régime parce que c'est d'abord un régime de délégation de pouvoir, c'est un régime de liberté. Donc en démocratie, les gens sont supposés être libres, mais c'est aussi en démocratie qu'on délègue le pouvoir. Donc la démocratie en lui-même, c'est un régime qui n'est pas mal. Ce sont les instrumentalisations dont la démocratie est victime qui posent problème. Mais ce que veut le peuple, ce n'est pas nécessairement un régime politique. Ce n'est pas le régime politique qui apporte. Le peuple veut manger. Dès lors que le peuple veut manger, si les problèmes, les difficultés des populations sont réglées, le problème de régime politique devient un problème secondaire. Vous voyez les pays d'Arabie Saoudite, vous voyez la Chine, etc. Et les gens ne sont pas allés à la démocratie, mais ils sont à l'aise. Donc ça revient à savoir si pour se développer, il faut faire la démocratie ou bien on peut se passer de la démocratie pour se développer. Dans l'histoire, il y a des populations, des peuples qui se sont développés. Hitler, par exemple, l'Allemagne sous Hitler s'est industrialisée dans un régime autoritaire. La Russie sous Staline aussi s'est dirigée. Il y a la Chine, il y a la Corée du Sud, Singapour. Tous ces pays-là sont passés par des régimes autoritaires avant de se démocratiser. Donc le débat n'est pas nécessairement... Mais dans les pays comme les pays du Sahel, vous voyez, les pays du Sahel qui ont pratiqué la démocratie, et qui ont fait appel à des régimes démocratiques qui sont venus les exploiter sans pouvoir faire reculer l'extrémisme et le terrorisme. Ces populations sont désabusées et ont rejeté maintenant la démocratie et se tournent vers les régimes militaires qu'ils applaudissent. Ils applaudissent même les putschistes. C'est un paradoxe. C'est une question de continuité. C'est une question de continuité parce que la plupart des chefs d'État africains n'ont pas fait qu'un seul mandat. Et lorsque l'on regarde de près, c'est que ces gens-là, après avoir, ils se disent qu'ils ont réalisé déjà beaucoup de choses et ils ont peur du lendemain. Laisser toutes ces réalisations-là acquises. Parce que dans le système démocratique, c'est beaucoup plus les élections. Et quand on parle d'élections, à un moment donné, on ne sait pas qui est-ce qui viendra. Est-ce que c'est quelqu'un du camp de celui qui veut partir ou celui qui est candidat ou de quelqu'un d'autre qui est en face, un adversaire à lui. Donc, et si l'adversaire viendra, comment est-ce qu'il va perpétuer ou peut-être stopper lui ses acquis à lui? C'est ça qui justifie en partie. Ça, c'est un premier argument pour justifier le fait que l'on ne veuille pas laisser le mandat et sauter le verrou et continuer avec les autres mandats.
chacun quand même a ses arguments qu'il avance, mais pour la plupart du temps, c'est dans un esprit de continuité que certains chefs d'État ou certains régimes politiques dans d'autres pays veulent s'éterniser au pouvoir. C'est humain parce que, vous savez, l'homme est ce qu'il est et il a un certain nombre de sentiments. Et l'orgueil fait partie d'un sentiment humain. D'abord, c'est un comportement et c'est un sentiment. Donc, vous voyez qu'il est de bon ton quand même. Il est aisé pour certains de dire, de penser que la perpétuation de son mandat, de son passage au pouvoir suprême est quand même ce qui lui revient de droit. Maintenant, en termes de démocratie, est-ce que la démocratie est faite pour l'Afrique? Est-ce que la démocratie, il faut la repenser à l'africaine? Parce que cette question-là revient à chaque fois. Est-ce qu'il faut repenser la démocratie quand on sait que l'Africain, il est quand même ce qu'il est par rapport à un certain nombre de choses. Donc, et quand on parle de démocratie, il y a ce qu'on appelle la liberté d'expression. Et vous savez, lorsqu'on est dans une position où on détient le pouvoir et que tout le monde a le droit de parler comme il veut, à un moment donné, ça commence par choquer. Vous savez, je reviens encore pour dire que c'est humain le fait que l'on est critiqué dans son amour propre, dans ses réalisations, quand bien même lui, il est dans une posture, il dit que ce n'est pas ça. Et vous voyez autrement les choses et vous critiquez. À un moment donné, ça va le vexer. Donc pour lui, en ce moment, la liberté d'expression ne doit pas être laissée à tout le monde pour que cette liberté-là puisse être balbutiée de tous les côtés. Donc, repenser la démocratie, non, moi je ne pense pas. Les gens ont tendance à comparer le pouvoir politique au pouvoir traditionnel. Et ce n'est pas la même chose. Et quand vous observez ces deux pouvoirs-là, ça n'a pas la même perception et ça n'a pas la même réalité. Je vais vous donner une première conséquence directe de ce que les gens sont en train de faire. S'il arrivait à ce que tous les pays africains sautent les verrous de limitation de mandat, il y aura assez de présidents qui vont mourir de façon prématurée. L'autre chose, lorsqu'on va me dire que désormais en Afrique, le mandat du président n'est plus limité et que moi, je suis président, je vais m'autoproclamer Dieu sur cette terre. C'est-à-dire, j'aurai tout le pouvoir et je ferai de ce pouvoir-là tout ce que je veux. Imaginez, malgré que le pouvoir est limité, regardez ce que certains chefs d'État font dans leur pays. Regardez comment ces chefs d'État traitent même ceux-là qu'on appelle les opposants, c'est-à-dire ceux-là qui ne sont pas en accord avec leur gouvernance. Regardez comment ils sont traités. Regardez ce qu'on leur fait. Si celui-là savait qu'il est désormais, excusez-moi, je me sens immortel, c'est-à-dire il va mourir au pouvoir. Donc je crois que ça serait de catastrophe. Ça serait de la monarchie dictatoriale. Si on peut mettre les deux ensemble. Là, dans la monarchie, vous savez que dans la monarchie, là, il y a la dictature. Quand on met encore la dictature et la monarchie ensemble, donc ça devient alors de l'enfer pour la population. Si on dirait que parce qu'un chef d'État fait bien, il vaut mieux le laisser continuer. Qui vous a dit qu'un homme est bon tout le temps? Un homme n'est pas bon tout le temps. Un homme n'est bon que pour un temps donné. Et pour un groupe de personnes données, un homme n'est pas bon pour tout le monde. Si aujourd'hui, je suis élu président de la République, même si j'ai 90% de suffrage des Béninois, les 10% qui n'ont pas voté pour moi, il faut savoir qu'ils ont certainement une raison de ne pas me soutenir. Ils ont une raison de ne pas être avec moi. Quand est-ce qu'ils vont manifester cette raison-là? Il faut qu'ils attendent ma mort, après ma mort, avant qu'ils ne manifestent aussi leur désir, ou bien quelqu'un d'autre ne manifeste son désir. Donc je crois que pour moi, ce régime, ce système-là n'est pas bon pour l'Afrique. Et ce qui est bon pour nous, c'est ça déjà nous sommes en train de faire. Quand on dit que la démocratie n'est pas africaine, mais ce n'est pas vrai. Quand on prend l'exemple de notre pays, le Bénin a donné assez de leçons de la démocratie aux grandes nations même en tout temps. Je suis d'accord, je suis parfaitement d'accord qu'on peut revoir la démocratie à la manière africaine, mais pas en touchant cette manière de limitation du mandat. Non. L'Afrique devait avoir sa démocratie. Je suis d'accord qu'il y a des trucs qu'on peut faire parce que vous voyez, notre réalité, surtout même en Afrique, ce que moi j'ai pensé, ce à quoi moi j'ai tendance, même ça, c'est peut-être sauter le verrou de limitation d'âge. L'âge de chef de l'État, où on dit, bon, à partir de 83 ans, 83 c'est ce que moi j'ai dit, si on pouvait revoir. Parce que même à 85 ans, 86 ans, on peut être les suites pour gérer un pays.
Les dirigeants africains qui bouleversent le processus démocratique en modifiant les constitutions de leur pays se heurtent pratiquement toujours à des protestations populaires et à des contestations judiciaires. Mesdames et messieurs, c'est tout pour l'édition spéciale de ce jour. Merci de nous avoir suivis.